Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons tous trois au cinéma. Bonjour Frédéric, bonjour Louis. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Et nous avons un très beau film que vous nous aviez invité à voir, Frédéric, c'est moi, Daniel Blake. Et c'est un film extrêmement intéressant. Au matin, cette émission est préenregistrée, vous le savez, elle est enregistrée au matin des résultats de l'élection présidentielle et elle a un sens. Cette élection a un sens et ce film s'en rapproche. Pourquoi, Frédéric? Alors, ça n'est pas moi, mais j'avais lu dans le Figaro une chronique de Natacha Polony, qui est une très bonne analyse, à mon avis, et qui expliquait que le capitalisme triomphant ne l'était pas à une certaine époque parce qu'il y avait le communisme en face. Donc c'est un capitalisme qui était quand même un petit peu bridé et qui s'occupait des classes moyennes, qui s'occupait des classes ouvrières, enfin un peu des classes ouvrières aussi, parce qu'il n'avait pas envie de perdre devant le communisme. Le communisme s'étant effondré, toutes les vannes de la dérégulation et d'un capitalisme sauvage, d'un capitalisme financier, on le voit, c'est une des raisons aussi pour lesquelles il y a eu ce vote pour Trump, c'est une des raisons pour lesquelles il y a des gens comme l'auteur de ce film, donc Ken Loach, qui est quand même très gauchiste, mais qui a un film qui marche et qui a été récompensé parce que ce sont des problèmes qui se posent de plus en plus devant un capitalisme absolument sauvage. Et cette explication du communisme qui n'était plus un frein à ce capitalisme, c'est une très bonne analyse. Je pense que c'est une bonne il y avait analyse. Un autre frein au capitalisme légèrement antérieur à la crainte du communisme, c'est la crainte de Dieu, si je puis dire. Et quand le catholicisme, il y avait un catholicisme social, quand l'époque médiévale qui a vu le début de l'activité en Europe savait qu'il fallait faire de l'argent avec mesure et que cet argent devait rejaillir sur tout un chacun, sur toute la société. Et là, nous sommes dans un comportement complètement démesuré avec une... Ce qui explique Marine Le Pen, ce qui explique Mélenchon, etc. Et c'est l'histoire, donc, moi, Daniel Blake, et l'histoire d'un menuisier qui, à la suite d'une crise cardiaque grave, est en congé maladie. En congé maladie. Et donc, il va être obligé d'aller voir les services sociaux, Pôle emploi, pour recevoir une allocation pour l'aider à vivre, parce que c'est quand même pas une grosse fortune. Et là, il va être confronté à un personnel effrayant qui va s'arranger pour qu'il ne puisse rien toucher. Et il va d'abord être obligé on va le contraindre à aller sur Internet. Toutes les personnes d'un certain âge qui nous écoutent savent que c'est une maladie actuelle d'envoyer tout le monde sur Internet, les impôts, les billets de train, enfin bon. Alors qu'en France, on sait qu'il y a 16%, c'est pas négligeable, de la population qui n'ont pas d'ordinateur. 16%, oui, c'est quand même énorme. Donc là, il y a un totalitarisme, il faut bien le dire, grave. Mais le plus étonnant, c'est que Pôle emploi en Angleterre, pour rentabiliser ce service social, a sous-traité à des sociétés privées. Et ces sociétés privées veulent évidemment rentabiliser la chose. Vous imaginez la stupidité du raisonnement. Un service social, c'est forcément un service à fond perdu, puisqu'on aide ceux qui n'ont pas de travail. Mais là, dans l'esprit vicieux d'un financier, ils veulent réduire au minimum. Bon. Donc on trouvera la petite faute, l'oubli d'une signature. Le jeu consiste à trouver tous les petits défauts. Tous les défauts pour casser, pour renvoyer
l'employé. L'obliger à présenter je ne sais pas combien de demandes. Alors comme il ne peut pas le faire par Internet, il va aller voir des tas de petites entreprises les unes derrière les autres. Alors lui est rembarré et il va se trouver dans les locaux de Pôle emploi en même temps que cette jeune femme que nous voyons sur l'écran et ses 2 enfants. Elle arrive en retard parce qu'elle vient d'arriver à Newcastle, elle ne connaît pas la ville, elle a pris le bus, elle s'est trompée et l'administrative lui répond « Vous êtes en retard, vous avez une pénalité de 4 semaines. » Comment va-t-elle manger pendant 4 semaines? Ce n'est pas le problème de l'employé. Avec 12 livres, je crois. Avec 12 livres. Ce n'est pas le problème de l'employé. Et commence cette histoire d'amitié entre ces gens qui ont beaucoup de mal à survivre. Nous ne racontons rien d'autre. Les qualités de ce film, Frédéric? Les qualités de ce film, c'est qu'on est dans la vraie vie, que vivent un certain nombre de gens. Donc j'espère que les gens qui voient ce film comprendront qu'il y a des laissés pour compte et qu'on méprise totalement. Alors c'est vrai que c'est fait par Ken Loach, qui est un habitué de ces films sociaux, puisqu'il est très très à gauche, mais c'est remarquablement fait parce que c'est la vie et c'est fait d'une façon très sobre. Ce n'est pas manichéen, il raconte une tranche de vie, on sait que ça existe. Et voilà, c'est un très beau film qui vous met quelquefois en rage. On a envie de saisir tous ces gens de l'administration et de les secouer comme des pruniers, si ce n'est de leur faire tomber la tête. Et voilà, moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché. On pleure beaucoup. Non, moi non. Moi, j'ai pleuré dès la première image. C'est signe que c'est un film qui fonctionne. Fonctionne, absolument. Quand vous avez les larmes aux yeux, c'est que le film est bien fait. C'est donc d'une grande sobriété. Et c'est une belle palme d'or de Cannes, finalement. Et c'est une très belle palme. Il y a beaucoup d'humour. Oui, il y a beaucoup d'humour, notamment avec cet Africain qui est sympathique comme tout et qui laisse traîner sa poubelle, mais qui va aider notre chômeur. Plein de poésie aussi. Parce que ce menuisier fait ces choses en bois. Comment est-ce qu'on appelle ça? Oui, c'est un nom japonais. C'est un nom japonais. Enfin, il fabrique des petits poissons en bois qu'on suspend et ces petits poissons ont c'est un très joli moment de poésie. Il y a de la poésie et il y a l'amour humain face à... Il y a la fraternité. La fraternité face à la froide machine. Exactement. Nous en restons là. Et nous allons peut-être mettre la bande-annonce du film, un petit bout de la bande-annonce. Bonjour, Monsieur Blake. Je vais vous poser quelques questions pour établir si vous pouvez prétendre à une pension d'invalidité. Pouvez-vous marcher plus de 50 mètres? Oui. Pouvez-vous lever chacun de vos 2 bras comme pour mettre quelque chose dans votre poche? Oui. Je peux vous poser une question? Vous êtes médecin? J'ai simplement fait une sérieuse attaque. D'après ce que m'a dit mon médecin, je suis pas censé retravailler pour le moment. Si on vous a estimé apte au travail, alors votre seule option, c'est demandeur d'emploi. Bien, je veux faire appel. Vous devez postuler en ligne, monsieur. J'étais charpentier. J'ai jamais touché un ordinateur de ma vie. Il faut glisser la souris jusqu'en bas de l'écran et cliquer. Non. Pas comme ça? Non, pas comme ça. Je me vois tourner en rond sans avancer. Je vous demande de vous en aller, ça suffit. Ma situation et vous vous en foutez. Il me reste pas un rond dans mon porte-monnaie. C'est vous qui faites une scène, d'accord? Nom de Dieu! Que je fasse. Qui est le prochain à passer? C'est moi. Ça vous dérange si cette jeune mère s'inscrit avant vous? Non, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous prier de sortir tout de suite. Y a rien dont tu puisses avoir honte. Toute seule ici avec 2 gosses. T'as fait des miracles. J'en ai vu beaucoup d'autres. Des gens vraiment bien. Ils ont fini à la rue. Vous risquez juste de tout perdre. Je ne vais pas laisser tomber. Quand c'est votre dignité que vous êtes en train de perdre, vous êtes foutus. Alors, autre film, Frédéric et Louis? Alors, je commence alors? Vas-y, puis bon, alors, j'enchaînerai. moi je suis allé voir La mort de Louis XIV. Déjà, le titre m'intéressait beaucoup parce que je suis un grand fan de Louis XIV, même s'il a coûté beaucoup à la France. Il y avait une dignité qu'on ne voit plus maintenant. Coûte, bon, bref, toujours est-il que c'est un film étonnant parce que Albert Serra, c'est un metteur en scène qui a un culot monstre parce que pour pouvoir s'attaquer à ce genre de film, c'est-à-dire pendant 2 heures, vous êtes dans la chambre mortuaire du roi, dans une atmosphère crépusculaire, avec les bougies.
c'est très beau. Hein, vous aviez vu l'exposition sur j'étais allé les la voir à rites Versailles. mortuaires, la mort du roi à Versailles. C'était très très beau aussi. Oui. Mais alors là, vous vous rendez compte, au cinéma, pendant 2 heures, vous avez donc le roi qui est mourant. Et qui joue le roi? Alors c'est Jean-Pierre Léaud. Jean-Pierre Léaud qui est absolument étonnant. C'est pour ça qu'il a été récompensé à Cannes, une espèce de légion d'honneur du cinéma, il n'y avait pas spécialement, mais c'est aussi pour cette interprétation. On peut être étonné qu'il n'ait rien eu d'ailleurs à Cannes, ce film-là. Alors effectivement, c'est lent, il y a des gens qui diront « je vais m'ennuyer », et on voit ce roi qui de temps en temps appelle Madame de Maintenon, est-ce qu'elle est disponible? Il appelle un cardinal, il a ses serviteurs, on voit pas mal effectivement les docteurs autour de lui, des docteurs dont certains sont des charlatans quasiment, d'autres qui essayent de faire leur travail correctement, parce qu'effectivement, on ne s'est pas aperçu qu'il avait la gangrène, ensuite c'est trop tard, et puis ils ont hésité à lui couper la jambe, on ne coupe pas la jambe d'un roi, et c'est comme ça qu'il est mort de cette gangrène. De toute façon, il était totalement affaibli, il était édenté, la fin de vie de Louis XIV a été épouvantable. Il avait 76 ans, 70 ans de règne, la plus longue règne d'un roi, et on voit cette dignité, et en même temps cette façon d'aborder la mort qui arrive. C'est étonnant. C'est étonnant, et en même temps, c'est vrai, on voit la personne qui essaie de lui donner une petite cuillère, c'est toutes les attentions à un mourant, c'est remarquable. Moi, j'ai trouvé ce film étonnant et remarquable. Nous vous suivrons, nous irons voir. Louis? Bien, oui, moi aussi j'irai voir. Il faudrait aussi donc mentionner un film que tu as vu également, Bleeder, donc de Refn, qui était sorti qui était sorti déjà en 96 et qui ne sort que maintenant en France. Et donc c'est un film que j'ai tout de même beaucoup apprécié, son côté un peu rafraîchissant, malgré effectivement quelques petits quel est le sujet? Violence. Oui, c'est très violent quand même. Alors le sujet s'attarde sur une série de caractères, de différents personnages dans le Copenhague populaire, à nouveau les laissés pour compte, beaucoup de laissés pour compte. 4 copains d'enfance. Un peu leur vie. Voilà, qui traînent entre les boîtes, le vidéoclub. Le vidéoclub qui est principal, des grands fans de cinéma. On a le droit à toute une série de metteurs en scène, ils cherchent dans les... Voilà. Tout à fait, avec d'ailleurs un petit clin d'œil très, très amusant de la part de Refn à Lars von Trier, où l'on voit Mads Mikkelsen qui campe l'un des personnages principaux, esquisser une grimace, une moue lorsqu'il s'agit de Lars von Trier, vis-à-vis de son compatriote et producteur finalement, puisque Zentropa produit le film. C'est toujours assez rigolo. Après, effectivement, il y a des longueurs et on peut les évoquer. C'est un film d'un réalisateur qui s'ennuyait à Copenhague et qui a décidé de faire un petit film, son grand budget. Voilà. Et c'est là où on se rejoint, je pense. Oui, moi j'ai ramé un petit peu au début, mais en fait on peut comprendre c'est la mise en place de ces gens qui sont paumés, donc des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui mènent une vie de merde un peu, il faut le dire, qui s'ennuient. Vous vous ennuyez un petit peu jusqu'au moment où on commence à voir, parce qu'effectivement avec sa femme qui commence à toucher à ses affaires, qui est enceinte, donc il commence à se disputer, il la cogne aussi de temps en temps, il s'en veut après, mais c'est un violent, et elle est enceinte, et lui il le dit, je ne veux pas d'enfant, je vis une vie de merde, j'ai pas d'argent, on vit dans un appartement de merde, des murs lépreux, etc. Je ne veux pas avoir d'enfant dans ces conditions-là. Donc vous voyez, il y a toute une mise. Et puis, comme il l'abat, son frère, qui est un violent, un petit truand, un petit truand, déjà, il a le physique de l'emploi, va se venger, vous allez avoir une petite explication assez sanglante à la fin. Et en même temps, vous avez le 4e personnage, ils sont 4, un peu des copains, qui boivent ensemble, etc. Le 4e personnage, c'est un peu la rédemption dans le film qui, lui, n'ose pas aborder cette femme qui travaille dans un fast-food, un fast-food, mais qui la voit, qui lui donne un rendez-vous, puis il arrive, mais finalement, il ne veut pas se montrer, il fait demi-tour, etc., parce qu'il est très timide, puis il l'aborde, et à la fin, il y a une image finale où, finalement, ils acceptent d'aller au cinéma ensemble, des choses comme ça, et on ne voit plus que 2 rayons lumineux sur les 2 personnages, le reste est noir. C'est du joli cinéma. À la fin, c'est on nous a dit, on nous demande de ne pas raconter la fin, toujours. Oui, sauf que là, c'est une image. C'est dans les commentaires à cette émission, voilà. Mais c'est un film qui est intéressant. Bon. Alors, attention, effectivement, il y a quelques scènes de violence, mais enfin, la violence est dans la vie, donc... Oui. Donc, pas pour les enfants, mais c'est un
film très intéressant à voir Intéressant. et que personnellement j'ai beaucoup aimé. Bon, Donc, bien. Et Mr. Wolf? alors, Mr. Wolf, là c'est tout autre chose. J'y suis allé évidemment pour Ben Affleck, qui je trouve est un très grand acteur aussi, un très grand réalisateur, quelqu'un de très intelligent. On en Absolument. parle Il passe plusieurs pour fois. une des personnalités les plus intelligentes du cinéma américain en tant que réalisateur, le choix de ses films, etc. C'est quelqu'un qui est assez admirable. Donc on attend beaucoup de ces films. Voilà. Et j'attendais aussi beaucoup, j'ai été, je dois le dire, déçu, pas par Ben Affleck, dont la prestation est excellente. L'histoire est celle d'un jeune enfant dont on voit la vie au fur et à mesure dans le film, par série de flashbacks. Un enfant donc atteint d'une maladie ou d'un problème du spectre, dans le spectre autistique, je crois que c'est un syndrome d'Asperger, et qui finit par devenir donc un expert comptable avec son génie des chiffres, très bien mis en scène, mais finalement qui est aussi un petit malfrat à la solde des mafieux. Et bon, ce monde va finir par se retourner contre lui, mais c'est là où justement le scénario pêche un petit peu, c'est que nous avons une enquête parallèle menée par une jeune agent du FBI sur les malversations de ce personnage et l'histoire de ce comptable à côté, mais sans jamais qu'elles ne se croisent vraiment. Donc finalement, le film est un peu plat, tourne à vide, et c'est ce que personnellement je reprocherais au film. C'est dommage parce que la performance de Ben Affleck est excellente. Je suis absolument de ton avis. J'attendais beaucoup et j'ai été déçu. Bon. Et je pense que c'est le scénario qui pêche quelque part. Oui. Encore un autre? Oui, les petits Frédéric, films. Ah, alors, les voilà. petits films, oui, mais alors là, les petits j'irai assez rapidement parce Absolument. que c'est De toute façon, ça n'est pas pour on n'a tout le plus monde. beaucoup de temps. Ça n'est pas Allez-y. pour tout le monde dans la mesure où, par exemple, On c'est vous une écoute. reprise à l'Action Christine, Oui. à Paris, du film de Murnau de 1927 en muet, qui est L'Aurore, qui est un film absolument époustouflant. Éblouissant, L'aurore. ah oui. L'Aurore, Très oui, bien. de Murnau. Son tout Très premier, bien. je crois, en arrivant aux États-Unis. Absolument. Ce sont des images extraordinaires. Quand ça a été tourné en 1927. Et il y a c'était beaucoup- l'histoire de... Alors, c'est l'histoire de... Oh, c'est l'histoire de quelqu'un avec sa femme. Enfin bref, l'histoire, ça n'a pas grande importance. Ce sont les images. L'histoire n'a rien C'est- d'extraordinaire. c'est des images mais époustouflantes. c'est d'un modernisme, les plans en ville, les plans dans la tempête, Oui, etc. la tempête, c'est extraordinaire, absolument oui. extraordinaire. Bon. Il y a beaucoup de réalisateurs qui feraient bien de voir ce genre de film de 1927 pour voir ce que c'est que du vrai cinéma. On n'a rien inventé, c'est Alors sûr. ensuite, il y a deux films qui sont inédits. Il y en a un qui se joue donc aussi dans le quartier latin, qui s'appelle Il Boom, B2OM, Il Boom, de Vittorio De Sica. C'est dans la grande tradition des cinémas amusants, comiques, italien, mais comique pour traiter des sujets graves. En deux mots, c'est l'histoire de quelqu'un interprété magnifiquement par Alberto Sordi. Alberto Sordi qui est vraiment Ah, c'est extraordinaire dans ce film, C'est sûr, qui oui. joue le rôle de quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens, donc il vit totalement au-dessus de ses moyens. Alors évidemment, il est endetté, il cherche de l'argent, sa femme repart chez papa parce qu'elle n'a pas envie de rester avec un mec qui est plein de dettes, et finalement il rencontre un industriel, il veut essayer de présenter des plans bidons pour essayer d'avoir de l'argent, etc. Et sa femme, la femme de cet industriel, femme assez laide par ailleurs, alors il croit qu'il a, etc. Et en fait, elle lui propose un deal, elle va le payer très cher, mais son mari a un œil de verre, donc il va donner son œil et il prendra l'œil de verre de son mari. Donc on ne sait pas s'il va aller, c'est très drôle. Le film n'est pas, le sujet n'est pas extraordinaire, mais alors simplement Mais pour c'est Alberto très Sordi, bien joué. c'est Oui, oui. extraordinaire. Oui, oui, c'est et puis alors, autre film qui n'est jamais sorti, qui s'appelait Man on a Tight Rope, c'est-à-dire Un homme sur la corde raide, qui est un film d'Elia Kazan, Ah oui. avec, Immense réalisateur, hein, avec Frédéric March comme acteur principal. C'est un film qui n'est jamais sorti en France parce qu'il y a eu d'énormes pressions de l'intelligentsia communiste, parce que c'était un film anticommuniste d'Elia Kazan. Alors le sujet, très rapidement, ça se passe dans un cirque en Tchécoslovaquie sous le régime communiste. Le régime communiste vient d'arriver. Le directeur du cirque, Frédéric March, était le propriétaire, le cirque nationalisé. On le laisse comme gérant, mais on lui demande de faire de la propagande. On lui reproche d'avoir différents artistes cosmopolites. Donc lui, il comprend que, évidemment, il est tout à fait contre, donc il veut faire passer son cirque à l'ouest, en douce. Donc vous voyez, alors c'est une étude sur le cirque extraordinaire, parce qu'il avait pris effectivement, il était allé en Allemagne, il avait étudié un cirque qui avait quitté le rideau de fer dans le temps,
Donc c'est remarquable comme film. C'est bien. très bien joué, c'est très très intéressant, et c'est du grand Elia Kazan. Elia Kazan, c'est quand même sur les quais, c'est Viva Bien sûr, Zapata, hein, bien je veux dire, sûr. un Fort des grands, sang. un des grands. La Alors référence. effectivement, il avait eu le malheur d'être dans la commission McCarthy, d'avoir dénoncé quelques personnes. Elia Kazan, ça lui a été beaucoup reproché, mais surtout c'est un film qui montre cette terreur communiste, et il y a une scène extraordinaire quand il est là, devant les commissaires politiques. C'est très très bien étudié, très bien vu. Très très beau film. Ben, c'est une belle séance pour cinéphiles aujourd'hui. Oui, pour cinéfilm entre guillemets. Pour grands cinéphiles. Alors je résume. Moi, Daniel Blake, Louis XIV, La mort de Louis XIV. la mort de Louis XIV, pardon, Bleeder, Bleeder tout de même. Monsieur Wolf, peut-être avant Monsieur Wolf, L'Aurore, l'action Christine, Il Boom avec Alberto Sordi, Un homme sur la corde raide. Oui, le titre n'est pas en français, hein, donc A Man on the Tightrope. Alors, Attention. nous- Mais c'est le nous- film nous d'Elia l'écrivons. Kazan qui est inédit et qui vaut vraiment le coup. Eh bien, merci beaucoup à tous deux. Et ça nous fait du pain sur la planche pour la semaine. Merci, amis de TV Liberté. À très vite pour une autre séance de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique L'art en beauté, nous avons invité une belle artiste, Odile Moulin. Bonjour madame. Bonjour. Nous nous sommes rencontrés aux Journées du patrimoine et dans cette exposition qui s'appelait Le luxe à la française, que nous avait présentée Hélène Charrier au château de Maintenon. Vous habitez d'ailleurs dans la région. Et vous aviez exposé dans le parc du château, dans la cour, ces belles sculptures en grillage qui, j'avoue, m'ont beaucoup plu et impressionné. Peut-être d'abord, expliquez-nous comment vous vous êtes orienté vers la sculpture, les métiers d'art. Alors, c'est un plaisir de venir parler de mon métier. Ça a commencé très tôt. J'ai toujours aimé dessiner et fabriquer des petits objets voilà, pour me fabriquer moi-même mes jouets. Oui. Et quand j'étais adolescente, j'ai fait un stage de céramique qui m'a complètement emballée. Je suis rentrée, j'ai dit à mes parents, je vais travailler l'argile. Ils n'ont pas été vraiment ravis. Ils m'ont dit, dirige-toi plutôt vers l'enseignement des arts. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai étudié les arts plastiques à Aix-en-Provence. Oui. Pour devenir professeur, mais après j'ai quand même changé d'études. Je suis retournée aux arts appliqués où j'ai Pour continuer à apprendre voilà, le vrai métier. pour vraiment étudier la céramique à Olivier de Serres à Paris. Oui. À la suite de ça, je suis allée, enfin c'est loin. À la suite de ça, je me suis perfectionnée aux Beaux-Arts d'Athènes dans la céramique. Athènes. Voilà, oui, je voulais. Bon, c'est vrai que j'ai aussi le goût du voyage. Ça a été formateur, donc j'ai été. Il y a une école de céramique aux Beaux-Arts. J'étais aux Beaux-Arts. d'Athènes. Voilà, oui. J'ai eu une bourse. Enfin, à ce moment-là, c'était des bourses avec le. Marquer, c'est revenir. J'ai envie de dire, c'est de revenir à la Mecque de l'art. Oui, c'est ça, c'est Comme on dit. l'origine. Enfin, surtout C'est pour la l'origine, céramique. ouais. J'ai travaillé aux engobes, j'ai appris à tourner, donc ça m'a beaucoup servi pour la décoration. Ah oui. En rentrant, j'ai travaillé dans une grande entreprise comme décoratrice, créatrice chez Villeroy Bock. Oui. Là, c'était un style de vie. Après, j'ai travaillé comme graphiste à Mexico. Et après, en rentrant, j'ai passé le CAPES d'art plastique pour être professeur. Donc, j'ai bien enseigné les arts plastiques au collège. Vous avez fait ce que les parents Voilà, ce que mes parents demandaient. disaient. C'était assurer votre survie. Voilà, c'est pas oui, bête. ça, Les parce parents ne que sont ce jamais que je bêtes. voulais dire, c'est que c'est tout un cheminement pour être sculpteur. On ne dit pas tout d'un coup on va être Bah, sculpteur. bien sûr, non. Et donc j'ai enseigné à Paris, à Singapour, et finalement j'ai commencé vraiment à me lancer dans la sculpture, enfin vraiment à faire ce que je voulais finalement. À Singapour, ma première exposition c'était là-bas, j'ai trouvé une galerie indienne, enfin on s'est très bien entendu. Ils sont très ouverts aux arts. Oui, et puis bon, le fait d'être dans un milieu international, ça aide, enfin, vous voyez, on est porté en fait. Puis il y a l'attrait d'être français, enfin voilà. Donc j'ai commencé là-bas, c'était bien. Après, quand je suis rentrée en France, je me suis installée dans la région de Réloir, où j'ai pu ouvrir mon atelier. Et là, je me suis vraiment consacrée à la sculpture. Bon, de temps en temps, je fais des ateliers d'art pour les enfants dans les écoles ou dans mon propre atelier. Mais c'est devenu un métier à plein temps.
Et comme ça, j'ai connu l'entreprise, le professorat et maintenant, je travaille à mon compte. Et l'indépendance. Et l'indépendance, voilà. Et la vie risquée de l'artiste. Voilà, c'est ça, avec des hauts et des bas. Alors, deuxième question, comment avez-vous eu cette idée, cette première idée de grillage, d'utilisation du grillage qui en effet donne un aspect aérien à vos sculptures? Alors c'est aussi un cheminement parce que mon matériau de base et tout ce que j'ai, c'est la terre, l'argile. Et en fait, quand j'étais professeure, là où j'étais en banlieue parisienne, j'ai monté un atelier volume. Et bon, on ne pouvait pas vraiment travailler l'argile parce qu'il n'y avait pas de four. Donc, j'aimais bien travailler les grands volumes avec mes élèves en grillage. Et je m'étais très inspirée de Niki de Saint-Phal. Je leur faisais faire par groupe les 6e, 5e. Ils se mettaient par 4 ou 5 et ils créaient un grand personnage en grillage. Et après, on le recouvrait de papier mâché. Et c'était l'exposition de l'année. Oui. Et moi, j'avais vraiment envie d'en faire moi-même. Donc, pendant plusieurs années, j'ai animé ces ateliers, enfin, en plus de mes cours. Et après, quand j'étais à Singapour, là, j'étais plus au collège, j'ai animé des ateliers pour les enfants. Et j'ai développé mon style avec le grillage. Et au début, qui n'est pas, je vous avoue, Dieu merci, pas celui de Niki de Saint-Phal. Non. Vos sculptures sont aériennes. Oui, c'est-à-dire que j'étais inspirée par la taille de ces sculptures, les couleurs, c'est ce que je faisais avec les élèves. Oui. Au début, je les recouvrais de papier mâché et j'avais fait des animaux très colorés. Oui. Et petit à petit, je l'ai enlevé le papier et je trouvais que la structure se suffisait en elle-même, était très bien. Oui. Et ce qui m'intéresse, c'est le mouvement. Donc j'aime bien créer ce mouvement par superposition de couches de grillage et créer un effet de flou. C'est ça un peu ma spécialité du grillage. Et j'ai rajouté des porcelaines, parce que comme ça, j'ai introduit le matériau avec lequel je travaille. Alors, les cheveux de notre danseuse, là, c'est de la porcelaine? Voilà, c'est des petites feuilles en porcelaine. Comme ça, je permets de combiner mes deux matériaux, le grillage et la céramique. Et la céramique. Et comme les arbres que vous avez créés et que l'on va voir à l'antenne, les feuilles de ces arbres sont en porcelaine. Et alors, oui. Ce qui est étonnant, c'est que bon, j'aime beaucoup les arbres et j'aime beaucoup les regarder. Et ils sont à la fois pesants et lourds comme un arbre. Un arbre, c'est toujours majestueux. Mais en même temps, ils sont très vivants, vos arbres. Merci. Mais en fait, je me suis aperçue que j'avais fait un peu l'inverse des arbres, c'est-à-dire que le tronc qui est massif est en grillage, donc assez immatériel, et les feuilles qui normalement sont légères, je les avais en porcelaine. Et après, je me suis renseignée sur les symboles. La racine, c'est la famille, le tronc, c'est les réalisations, ce qui nous constitue, les branches, c'est les réalisations, et les feuilles, c'est les rêves. Et je me suis aperçue que j'avais donné de l'importance aux feuilles qui étaient en porcelaine. Et ça, je l'ai regardé après. Vous êtes vous-même pleine de rêves. Voilà, c'est l'aboutissement. Et puis bon, c'est vrai que j'ai intitulé cette collection La forêt enchantée. C'est la forêt qui, dans les contes, en fait, ça fait toujours rêver parce qu'il y a un côté symbolique et magique. Bien sûr. Et voilà. Et moi, j'ai mis de l'importance aux feuilles qui sont en matériaux pleins, alors que les troncs sont... Vous pourriez illustrer des contes de fées? Oui, voilà. D'ailleurs, je m'inspire beaucoup de contes. Et là, j'ai participé dernièrement au Salon de Maisons et Objets. Oui. Et j'avais présenté mon stand comme un livre ouvert en noir. Et il y avait La forêt enchantée. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais on dirait un livre ouvert. Voilà. Oui. Voilà, c'est vrai que c'est une source d'inspiration. Vous avez fait des décors de vitrines. Oui, voilà. Alors là, c'est mon nouveau projet parce que ce que je pouvais pas faire avec la céramique, je travaille pour des boutiques jusqu'à présent, et là, depuis que j'expose plus du grillage, je suis plus sollicitée pour les vitrines parce que ça permet de faire des décors légers. Il y a un petit côté aussi éphémère. Oui. Et aussi grand. Il n'y a pas les contraintes de la céramique pour la cuisson, ce qui permet de faire un décor léger. Et le transport. Et le transport, oui. Voilà. Et le transport, oui. Là, j'ai plusieurs projets. J'espère qu'ils vont vraiment se concrétiser. Alors, autre personnage avec des mouvements, eh bien, ce sont les colombes. Oui. Alors, vous faites des envolées de colombes, des envolées blanches qui sont très très belles. On va les voir à l'antenne. Ah bah oui. Alors, le mouvement et l'envol, ça a été un thème récurrent. Alors, je pense que ça doit venir que pendant toute mon enfance, j'ai rêvé que je m'envolais, dans mes rêves. Après, j'ai arrêté et je l'ai vraiment fait dans la sculpture. Mais ce qui me fascine, c'est le mouvement et de le faire avec, par définition, la sculpture est figée. Et moi, j'essaye de le traduire, le mouvement en train de se faire,
de traduire la légèreté. Et donc j'ai choisi la colombe. Enfin, en plus, j'ai travaillé avec du craie blanc, ce qui accentue le symbole. Et j'aime bien donner justement une signification à ce que je fais. Bon, c'est le symbole universel de la paix, de l'amour. Et je pense qu'on en a bien besoin aussi en ce moment. Donc c'est aller à contre-courant de tout ce qui se passe actuellement. Il y a une très belle création. C'est une plaque sur laquelle vos oiseaux sont collés. C'était très beau, ça. Ah oui, alors c'était donc au Château de Maintenon lors des Journées du patrimoine. Oui. Et j'ai la chance de faire partie de l'association du luxe à la française, qui est assez récent, qui a été créée par 4 artisans. Et nous sommes une vingtaine d'artisans d'art qui regroupent plusieurs métiers. Et là, j'ai travaillé avec Marilyn Manzagol, qui travaille la laque et laqueur. Et elle a fait un magnifique panneau en se référant à Turner. Et donc, moi, j'ai fait l'envolée de mes colombes, ce qui fait que l'union des deux fait une œuvre qu'on n'aurait pas pu faire toute seule. C'est très joli, c'est une très belle œuvre. Et puis, quelquefois, vous installez ces colombes sur des petites tiges. Voilà, oui. Alors là, c'est parce que je travaille avec différentes C'est comme les appos. Il y a tout un art avec les appos de chasse. Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est parce que je travaille des grandes pièces, mais aussi des petites sculptures plus petites, et je les ai faites sur des tiges pour donner l'idée de l'envol. Et on peut soit en avoir une, soit l'ensemble, et l'ensemble crée... l'ensemble crée un envol, mais présenté différemment. Tout à l'heure, l'envolée dont vous parliez, c'était en applique murale. Là, c'est sur tige. Et donc, on peut moduler la taille des tiges. Et donc, si on a envie de voir en photo ces créations, on va sur votre site Odile Moulin. Oui. Et sinon, on se rend en janvier au salon de Maisons et Objets. À Villepinte. Voilà, au Parc des Expositions. Au Parc des Expositions. Et sinon, on peut vous rendre visite dans votre atelier? Bien sûr, mon atelier est ouvert. À Pierre, oui, à Pierre. Alors, Pierre, après tous ces voyages, finalement, je suis dans la commune de Pierre, que j'aime bien ma commune, elle a 4000 habitants. Vous êtes bien là. C'est voisine de Maintenon, c'est Maintenon Pierre, et moi je suis à Pierre. En plus, pour un sculpteur, c'est quand même bien. Et donc, je reçois dans mon atelier sur rendez-vous. Voilà. Et finalement, ça me permet d'avoir mon atelier. Et là, les colombes messagères, là, on a l'impression, on voit plus un objet d'Amérique latine, j'ai envie de dire, oui. Non? Peut-être que c'est mes voyages, hérité de mes voyages, oui. Parce qu'en fait, je me suis servie, j'ai créé des colombes pour recevoir des bougies. Et je me suis inspirée de mandalas, des dessins qui invitent à la méditation. C'est ça. Et ça, c'est assez universel. Mais j'en ai créé une spécialement pour Chartres, en m'inspirant du vitrail de Chartres, parce que les vitraux sont des mandalas, en fait, en cercle. Et c'est la rose de Chartres. Voilà. Très, très bien. Et donc, il y a différentes tailles, différents motifs. Et le fait que ça soit des mandalas, ce sont des symboles universels. Enfin, on ne peut pas dire que le vitrail est un mandala. Le dessin. Le dessin. C'est la rosace, en fait. La rosace exprime un sens comme les mandalas. Voilà. Mais on ne peut pas dire que le vitrail est un mandala. Non, ce n'est pas le vitrail en lui-même, c'est le dessin du vitrail. Oui. Voilà. Et c'est ça qui m'a inspirée. Le fait que ça soit un cercle et que ça se compose à partir d'un centre. D'accord. Voilà, le mandala, par définition, ça part du centre. Après, c'est... Merci beaucoup, Odile Moulin, de nous faire partager cet amour de la sculpture et de nous présenter vos œuvres, parce qu'on va beaucoup mieux quand on regarde vos sculptures. Merci. On s'envole aussi. Merci. Grâce à vous. Merci beaucoup, Odile Moulin. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre émission de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique « Touche pas à mon patrimoine », nous avons invité Annie Noto qui nous emmène dans le Val-de-Loire pour visiter une ville qu'elle connaît bien, c'est Montrésor, et à qui justement personne n'a touché. Bonjour Annie Noto. Bonjour. Cette ville est très très ancienne.
a des richesses inouïes et elle est à 50 km au sud-est de Tours. Elle a une autre particularité aussi, c'est qu'elle est le deuxième village dans cette sélection des plus beaux villages de France. Et du village préféré des Français. Voilà, les villages préférés des Français que fait Stéphane Bern fort joliment, parce que c'est une très belle sélection. Voilà, d'ailleurs, quand vous dites une ville, on peut dire un village, parce un bourg. qu'il n'y a que 350 habitants. Ah oui, ah oui. Et c'est un village qui est très ancien, évidemment. Au départ, c'est au XIe siècle que le duc d'Anjou, Fulk-Néra, a construit un premier château. Il a construit des châteaux comme ça, des donjons carrés en particulier, un peu partout, également à Loches, à Langeais, à Montrichard et donc à Montrésor aussi. Les Anjou ont été de grands constructeurs. Oui, bien sûr. Grands d'Anjou, bien sûr, oui. bien sûr. Et donc, ce Fulk-Néra, qui veut dire la Fulk noire, parce qu'il était basané. Oui. Mais savez-vous ce qu'est une Fulk? C'est une petite parenthèse. Eh bien, c'est un volatile aquatique, tout noir. Oui. Donc, c'est un pléonasme de dire Fulk noire, parce que la Fulk est noire. Elle a un point blanc au-dessus du bec et elle a les pattes palmées. Ah oui. Oui. Et justement, à ce propos, je voulais mettre une petite précision. Le sculpteur François Pompon, qui a sculpté pas mal de de sculptures d'animaux, a sculpté une Fulk avec les pattes palmées, mais par erreur, on a intitulé cette sculpture Poule d'eau, alors que la poule d'eau n'a pas les pattes palmées. Et elle ressemble effectivement, la silhouette, et puis elle a une tache rouge sur le bec. Et de même que François Pompon a sculpté également un harfang des neiges, qui est une sorte de chouette, mais avec les pattes complètement recouvertes de plumes blanches, comme s'il y avait un pantalon pattes d'éléphant. Et cette sculpture est intitulée Hibou Grand-Duc. Alors, voyez-vous, les intitulés sont très souvent... Vous êtes aussi passionnée d'ornithologie. Oui, d'ornithologie aussi, tout ce qui est dans la nature. Elle est passionnée de beaucoup de choses, Annie Noto, oui, je vous le signale. Alors revenons à mon trésor. Voilà, alors donc, mon trésor, Fulk-Néra, le nom de mon trésor, déjà, ça viendrait d'une légende. Un seigneur et son écuyer, passant par là, décident de descendre de cheval pour se reposer. L'écuyer va faire un petit tour, il aperçoit un lézard qui s'introduit dans une cavité, dans des pierres, et qui ressort couvert d'or. Il est allé appeler son seigneur et lui a montré ce qui se passait. Donc ils ont fouillé dans cette cavité, ils ont sorti de là un fabuleux trésor. Alors cet écuyer, qui était évidemment pauvre, était amoureux d'une jolie fille de seigneur, et il ne pouvait pas la demander en mariage, évidemment. Alors son seigneur lui a donné la moitié du trésor, et de ce fait, il a pu épouser sa belle. Alors le nom viendrait d'une légende comme ça. Et c'est pourquoi il y a un grand lézard qui a été inscrit sur les armes. Inscrit au sol en pierre de grès, par rapport au reste qui est en asphalte rose. Et ça, c'est situé juste sur la placette qui est devant le lavoir, au bord de l'Indrois, parce qu'à Montrésor coule l'Indrois. Il y a la Rouère aussi qui rejoint l'Indrois, et l'Indrois rejoint l'Indre, qui rejoint la Loire, à hauteur de Langeais à peu près. Tout ça, c'est dans le 37, voilà. Et c'est le jardin de la France. Et c'est le jardin de la Alors, France. Donc, on passe au XVe siècle, en Humbert de Batarnais. Ça s'écrit Bastarnais, mais enfin ça se prononce Batarnais. Humbert de Batarnais, né dans la Drôme. Pas né du tout dans la région, né dans la Drôme en 1438. S'est retrouvé avec, propriétaire de beaucoup de châteaux. Et il s'est retrouvé également propriétaire du terrain et du château, l'ancien château de Fulk-Néra. Et il a fait construire là un château de style Renaissance. Alors, que l'on voit sur cette photo, voilà, c'est la grande rue et on aperçoit le château au fond. Et donc, Humbert de Batarnais, à 17 ans, est remarqué par Louis XI qui en fait son chambellan.
Ensuite, alors, sous Louis XI, il était chambellan. Le fils de Louis XI, Charles VIII, l'a pris aussi. L'a gardé, oui. Il a arrangé différents mariages. Le mariage de Charles VIII avec Anne de Bretagne. Et ensuite, lorsque Charles VIII est mort, sa veuve Anne de Bretagne s'est remariée avec un Orléans, avec Louis XII. Il a arrangé le mariage aussi. C'est un homme d'importance. Voilà. Et ensuite, il était encore très efficace, incontournable, disons, sous François Ier. Donc, c'est un peu, en transposant au Moyen-Âge, le Talleyrand, si vous voulez, de... voilà. Donc, il a fait énormément, bien sûr, pour la ville à l'époque. Et il était le grand-père maternel de Diane de Poitiers. Donc, c'est quand même important. Et puis, il était le trisaïeul de Anne de Joyeuse. Oui. Oui, Anne de Joyeuse, qui était un homme. Oui. C'est comme Anne de Montmorency. Oui, bien sûr, c'est un parce prénom que masculin. Le prénom Anne, était ma chère un Anne, prénom masculin. était un prénom masculin au Moyen-Âge. C'est bien. Voilà. Donc, Humbert de Batarnais a fait également édifier l'église collégiale de Montresor pour abriter son tombeau, le tombeau de sa famille. Et donc, on peut y voir justement le gisant de Humbert de Batarnais, de son épouse et de son fils, un de ses fils, et les 12 apôtres qui sont autour. Dans l'église, d'ailleurs, il y a également une annonciation de Philippe de Champaigne. Excusez du peu. Voilà, n'est-ce pas? Non, mais c'est un village vraiment charmant, avec des ruelles qui montent, qui descendent, qui surplombent les toits en vieilles tuiles de pays. Il y a de vieilles maisons, il y a le lavoir, il y a la halle au quart d'œuf. Alors la halle au quart d'œuf, la halle actuelle date du XVIIIe siècle. Oui. On y cardait et on y vendait la laine. Bien sûr, oui. Et actuellement, il y a le marché hebdomadaire, là-bas. Et puis, dans les combles de la halle au quart d'œuf, il y a des expositions temporaires ou permanentes, dont certaines sont très intéressantes. Il y a aussi des peintures dans le château de... Alors ça, je vais vous parler du château aussi, bien sûr, parce que le château de l'époque de Humbert de Batarnais, bon, c'était une de ses résidences, bien entendu. Il est mort à 85 ans. Il est mort, à vrai dire, quand il est mort, on l'a mis avec sa famille, enfin avec son épouse et son fils, il avait 2 fils, mais l'un d'eux, dans l'église de Montresor. Et après ça, le château est passé de main en main. Oui. Alors, il y a un comte polonais. Alors, le château est passé de main en main, mais au 19e siècle, il était la propriété d'un certain Geoffroy de Gonsan. Et il était délabré, évidemment, le château. Et donc, il y a eu l'arrivée d'un comte polonais, un immigré pour nous, mais qui avait émigré de Pologne lors de l'annexation de la Pologne par la Russie. C'était un fervent nationaliste polonais, mais qui a adopté la France et la France l'a adopté. Il faut dire que il était né à Varsovie en 1816. Alors il est arrivé en France donc à Montresor, entre autres. Mais il s'est lié d'amitié avec Napoléon III, le prince Napoléon. Alors, il a connu beaucoup de femmes, n'est-ce pas, sans pour autant se marier. Il a eu beaucoup d'enfants naturels, enfin plusieurs enfants naturels, dont un qu'il a reconnu et qui a perpétué sa descendance, son œuvre. Et son nom. Oui. Et le comte Ray, actuellement propriétaire du château, est un descendant de ce comte polonais qui s'appelle Xavier Braniski. Parce que ça s'écrit Branicki, mais on dit Braniski. C'est joli donc, comme histoire. Voilà. Toujours habité. La grand-mère de ce comte Xavier Braniski était la nièce du prince Potemkin. Ah oui, voilà. Grande famille. Voilà, toujours. Grande donc, famille.
ce comte Xavier Braniski a fait énormément pour la ville de Monttrésor, pour le village de Monttrésor. Il a fait pour les écoles, il a un bienfaiteur pour une nouvelle mairie. Il a œuvré pour, il a fait restaurer le cimetière, aménager le cimetière. Il y a un mausolée évidemment de la famille Braniski, et pas seulement Braniski. D'ailleurs, il y a aussi les Potoki-Potoka, les Sobieski-Sobieska. Il a réuni et là beaucoup les familles polonaises. Ami de poètes comme Adam Mickiewicz, voilà. Et donc, il a également, alors ça c'est quand même assez exceptionnel, il a proposé l'instruction primaire gratuite et obligatoire, et à étendre à l'instruction secondaire. Donc voilà. Et également, il a proposé, alors c'était pour la première fois dans l'histoire, mais ça a été appliqué longtemps après, l'ISF, à raison de 3% sur les grosses fortunes, mais grosses fortunes pas forcément en biens, mais en argent, sur les revenus. Donc, c'était très intelligent, oui. Voilà, il estimait qu'il fallait participer au bien commun. Et oui, alors en 1854, il a obtenu la nationalité française. En 1854 54, oui. Il a obtenu la nationalité française et il a accompagné Napoléon III durant la guerre de Crimée pour la campagne d'Italie. Et donc, il a participé à la bataille de Magenta. À son retour, il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur. Donc, il était devenu français vraiment à part entière et montrésorien à part entière aussi. Et donc, il a également cofondé le Crédit Lyonnais. Le Crédit Foncier, pardon. C'est un homme, pas le Crédit Lyonnais. Non, c'est un homme d'affaires aussi, oui. Voilà, il a cofinancé le Crédit Foncier avec les Rothschild. Et donc, il a créé des sociétés des amis de la Pologne ou des écoles polonaises. Enfin, il a vraiment fait énormément de choses. Et pendant la guerre de 1870, il n'a pas participé au conflit, mais il a versé 500 000 francs. À l'époque, c'était énorme. 500 000 francs pour un hôpital pour les blessés de la guerre. Oui, c'est un homme... Autrement dit, c'est un bienfaiteur. Et il n'est jamais retourné en Pologne. Il a épousé sur le tard une Polonaise, Pelagia Zamuska, et donc qui était veuve et qui avait déjà 2 enfants. Et donc, il a reconnu un de ses enfants naturels, donc qui est devenu, qui a fait une descendance, dont le comte Ray, actuellement, Ray R-E-Y. Lequel a lui-même des enfants, là? Lequel, oui. Alors lui, c'est le châtelain actuel. Il est très intéressant. Quelquefois, il fait faire la visite. Ah oui. Et alors, à l'intérieur du château, évidemment, il y a toutes les collections de Xavier Braniski. Xavier Braniski aimait beaucoup la chasse à courre. Il avait fait venir de Pologne 2 braquets polonais. Ce sont des chiens, ça s'appelle Ogar en polonais. Des chiens de chasse, bien sûr. Il a fait faire des croisements de chevaux locaux tourangeaux avec des étalons polonais. Il était chrétien catholique, mais très tolérant. Il a fait traduire des écrits d'un rabbin. Il a été reçu dans toutes les grandes loges de France, etc. Enfin, il était vraiment très tolérant. Et je crois qu'il est très méconnu, surtout du français moyen. Absolument. Même le village de Monttrésor, je suis étonnée, parce que justement, beaucoup de Français descendent non pas en Indre-et-Loire, mais en Loire-et-Cher, mais à la limite de l'Indre-et-Loire, aux eaux de Beauval, par exemple, dont la réputation n'est plus à faire, et à juste titre. Et qu'est-ce qu'on y soigne aux eaux de Beauval? Aux eaux de Beauval, il y a le fameux couple de pandas chinois. Ah oui, le zoo. Le zoo. Non, le zoo. Je pensais au zoo EAUX.
Ah non, les zoos, non. Non, non. Moi, j'habite, nous, en les fontaines, parce qu'il y a beaucoup de fontaines, beaucoup de sources. mais elles ne sont pas miraculeuses. Il y a un très beau zoo à côté. Et voilà. ils ne vont pas... Alors, ils vont jusqu'au zoo de Beauval. Ils logent soit à Saint-Aignan, mais soit dans les hôtels du zoo, qui sont magnifiques d'ailleurs. Mais disons que c'est très dommage que les gens ne poussent pas la promenade jusque... Mais Annie Noto, c'est pour ça que vous êtes précieuse. Nous avons proposé ce matin un week-end en famille fantastique. Les enfants seront contents, ils iront au zoo et l'après-midi, avec leurs parents, ils visiteront Mon Trésor. Oui, on peut visiter Mon Trésor en fin de journée d'ailleurs, parce que le zoo de Beauval prend la journée. Prend toute la journée. 2 jours. Voilà. C'est un week-end pour 2 jours. Pour aller jusqu'à Mon Trésor, depuis le zoo de Beauval, on finit les virages. Il y a une ligne droite et on passe devant ma maison. On arrive à Louron-les-Fontaines, dans le bourg, dans l'église Saint-Martin du XIIe siècle. Il y a un magnifique retable, la Pietà de Jean Fouquet, 1456. Jean Fouquet qui faisait des enluminures surtout. Et ils ont aménagé la maison de Jean Fouquet à côté, ça n'a rien à voir avec sa maison, mais c'est un endroit où on peut voir l'œuvre de Jean Fouquet. Une sorte de musée, bien sûr. Voilà, un petit... Voilà. Annie Noto, vous êtes... Donc, ensuite, Mon Trésor. Alors, à Mon Trésor, on peut être reçu très, très agréablement par tout le monde, parce que vraiment, dans le 37, les gens sont très accueillants, très gentils. Et des très bonnes choses. Très bien. Et ils ont le sens de l'humour aussi, ce qui est très agréable. Précieux. Merci beaucoup, Annie Noto, pour cette très belle promenade à Mon Trésor. Chers amis de TV Liberté, à très vite pour une autre rubrique de Perles de Culture.